Mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir. Très heureux de vous recevoir. Merci pour la marque de fidélité à Cam10 TV. Nous sommes très heureux de vous savoir de plus en plus nombreux. Et merci vous qui nous envoyez des messages d'encouragement et vous qui croyez en cette émission, en ce programme, en cette chaîne de télévision en devenir. Une télévision républicaine qui accompagne le Cameroun et qui voudrait le Cameroun émergent à l'horizon 2035, comme l'a indiqué le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. On parle du Cameroun, le RDPC, le 24e, disons, ce 24 mars 2021, le parti célèbre son 36e anniversaire. Entre éléments bons et mauvais, on essaiera de comprendre ce qui s'est passé depuis 36 ans pour le compte du RDPC dans ce pays. A-t-on avancé? A-t-on eu des reculades? Mais toujours est-il que le parti est resté fort, soudé derrière son leader. Également, il est resté figé sur ses objectifs qui visent à accompagner le Cameroun dans la paix et dans son développement. On en parle ce soir et puis on ira sur les questions de sécurité à l'international, parler de ces pays africains qui sont touchés par des batailles imposées par des séparatistes à gauche et parfois par des rebelles à droite. Comment l'Afrique peut-elle s'en sortir face à cette valse d'attaque pour le cas de la Centrafrique, le cas du Mali, le cas du Niger et même le Cameroun qui n'est pas en reste. Madame, une fois de plus, merci d'avoir choisi Cam10 TV. Nos invités sont déjà présents. Nous accueillons Sa Majesté Patrick Ondondo, militant très engagé du RDPC en ce jour. Il célèbre le 36e anniversaire au sein de leur formation politique. Bonsoir Sa Majesté et bienvenue. Bonsoir Monsieur Serge Mondier, bonsoir à mon copanéliste, pour le moment Monsieur Alima. Bonsoir à nos fidèles téléspectateurs. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que nous nous retrouvons ici chez vous pour parler de sujets d'actualité pour éclairer l'opinion publique nationale et internationale. Merci bien. En tout cas, c'est un honneur pour nous de vous avoir dans ce studio lorsqu'on parle encore de ce grand rendez-vous festif pour les militants. Bon, on ne dira pas festif. C'est une célébration sous forme de prudence et de responsabilité dans le respect des mesures barrières en toile de fond, le Covid-19, qui n'a pas autorisé, qui n'a pas permis des manifestations comme c'était le cas par le passé, où le RDPC avait l'occasion de festoyer avec ses militants de la base jusqu'au sommet avec un gâteau traditionnel qu'on avait l'habitude de couper, mais cette fois-ci les habitudes ont changé. Il est question de voir l'engagement militant à travers tous ceux qui font confiance à cette formation politique. Première question d'entre eux, comment avez-vous passé ce 24 mars 2021? D'ailleurs, le thème de cet anniversaire particulier, parce que ça se passe dans un contexte tout aussi particulier, c'est mobilisons-nous derrière le gouvernement pour barrer, n'est-ce pas, la route à la pandémie sanitaire qui est le Covid-19. Donc le thème évocateur, n'est-ce pas, de la situation que nous vivons, c'est une situation véritablement particulière étant donné que en plein anniversaire, nous avons le droit de célébrer, les victoires acquises, de célébrer les acquis que nous avons eus durant, n'est-ce pas, ces 36 dernières années. Et nous avons effectivement le droit de regarder ce qui s'est passé dans le temps et d'avoir un regard prospectif dans l'avenir. Comment, n'est-ce pas, orienter désormais le parti face à la pandémie que nous vivons. Est-ce qu'il y a un message en interne aux différentes pour rassurer les populations, rassurer les militants, les sympathisants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais? Quelle a été la visée de son président national en cette journée commémorative pour vous? Parce qu'également, c'est un jour triste pour le RDPC qui a perdu un de ses fervents militants, le député qui s'en est allé il y a quelques heures seulement. C'est assez difficile à vivre dans votre formation politique. Tout à fait, tout à fait. Je disais que le contexte était véritablement particulier. Nous sommes en pleine pandémie, en pleine guerre contre une maladie invisible. À côté de ça, nous avons la validation, n'est-ce pas, de notre sommier. Nous sommes en pleine restructuration de notre sommier et validation de ce sommier pour toutes les sous-sections, toutes les sections, tous les organes de base. Donc vous voyez que nous sommes véritablement en plein travail. Mais en même temps, c'est la raison pour laquelle
la hiérarchie a mis comme thème du 36e anniversaire du RDPC, mobilisons-nous derrière le gouvernement pour lutter, n'est-ce pas, contre la pandémie sanitaire. On peut résumer ça comme ça parce que c'est ça la quintessence de ce que on nous a donné comme thème. Alors, il s'agit de rassurer les militants, mais surtout de demander, n'est-ce pas, aux militants davantage de respecter les mesures barrières, qui ont été dictées par le gouvernement, la distanciation sociale, le port obligatoire de masques en public, en tout cas, un certain nombre de choses sur lesquelles, n'est-ce pas, on doit effectivement revenir. On reviendra, on va aussi évoquer les points saillants ou alors les victoires et les forces du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Comment comprendre, comment tenir pratiquement 36 ans sans être véritablement renversé par l'opposition camerounaise. On va y revenir. Il faut également souligner que votre formation politique est en deuil. L'honorable Prince Mikodi, il était député de la circonscription de la Mbouba Ngoko dans la région de l'Est Cameroun. Il s'est éteint il y a quelques heures des suites de courtes maladies. Forcément, nous reviendrons dans nos prochaines émissions pour parler peut-être du parcours de cet homme et les conditions dans lesquelles il s'en est allé, alors que c'est ce 24 mars que le RDPC célèbre son 36e anniversaire. Merci Sa Majesté d'être avec nous ce soir. Le temps d'accueillir un autre invité. Il est militant de Social Democratic Front, Roger Alima, nous a rejoint dans ce studio. Bonsoir Roger et bienvenue. Bonsoir Serge, bonsoir à Sa Majesté Ndondo, bonsoir à tous ses camarades du RDPC. Joyeux anniversaire pour ce parti. Et je vais profiter pour renouveler mes amitiés à tous les élus du Social Democratic Front, encore en séjour à Yaoundé à la faveur de la session parlementaire à l'Assemblée et au Sénat. Je vais saluer chaleureusement le chairman John Frundi qui suit cette émission particulièrement parce que nous avons échangé quelques heures avant mon arrivée sur ce plateau. Merci bien, c'est un honneur de savoir que le leader du Social Democratic Front, John Frundi, qui revient d'ailleurs d'un séjour du côté des États-Unis d'Amérique, où il a passé beaucoup de temps. On espère que la santé revient progressivement et qu'il va tenir les rênes de son parti politique et qui semble tout de même basculer depuis quelque temps à la faveur de ces échanges difficiles entre deux leaders de jeunes présidents de cette formation politique, de députés, donc le vice-président national, je sois aussi, et le président régional du Social Democratic Front pour le littoral, l'honorable Jean-Michel Nitieux. Quel est le point de la situation en ce moment? Ou alors revenons d'abord sur la genèse. Pourquoi ces hommes sont-ils divisés depuis quelque temps, depuis que John Frundi a parlé de sa succession qui est ouverte à la tête de cette formation politique? En fait, c'est une guerre qui ne devrait pas avoir lieu. Parce que c'est deux fils du littoral qui se jettent en pâture dans la scène publique et je me rends compte que c'est manifestement des intentions inavouées qu'ils sont en train d'exprimer et que le parti, lui, se retrouvera dans l'embarras. Je vais prendre le cas de l'honorable Joshua aussi qui a signé une pétition qui a longtemps été querellée et signaler que par le passé, le SDF a entrepris une démarche similaire lorsque la crise anglophone démarrait. Nous avons réuni tous les élus du nord-ouest et du sud-ouest, que ce soit les députés du RDPC, que c'est du SDF, pour qu'ensemble nous fassions bloc afin d'inscrire cette crise dans les débats à l'Assemblée nationale. Bon, cela n'a pas été suivi par les élus du RDPC, peut-être par un mot d'ordre de leur parti, mais si une intention similaire est engagée pour l'intérêt du Cameroun tout entier, je pense quand même qu'il était de bon ton, quand on est élu de la nation, de pouvoir saluer cette approche pour que la crise anglophone s'estompe. Mais alors, dans une dynamique de reconstruction du parti après les échecs de la présidentielle, après les échecs entre guillemets des législatives et municipales, que le parti devrait se redonner un nouveau visage, l'honorable Jean-Michel Nitieux, président de la commission Action Politique, était également dans son... Et la question qui m'intéresse, est-ce que dans ce qui est reproché par Jean-Michel Nitieux, l'honorable Joshua aussi, est-ce que dans ce reproche, le fait d'avoir signé cette pétition, est-ce que cela ne va pas à l'encontre des intentions alors de la ferme volonté de Social Democratic Front de voir quand même une paix revenir, une paix progressive dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun? Est-ce qu'il n'y avait pas raison d'apporter cette observation pour le fait d'avoir signé cette pétition, Joshua aussi? Non, en aucun cas. Je crois quand même qu'avant que le comité exécutif du littoral ne siège, le comité exécutif national avait déjà siégé et ce cas était déjà mis sur la table. Et si nous sommes arrivés à ce que le NEC
ne viennent pas à une exclusion ou au constat de l'auto-exclusion, je crois quand même qu'il est difficile pour une instance inférieure de procéder à ce genre de réaménagement, surtout que ce n'est pas de leur ressort. Il faut qu'un conseil de discipline dûment constitué qui donne la parole aux différents accusés, qui porte plainte à qui et qui doit se défendre contre quoi. Mais curieusement, nous nous rendons compte que le comité exécutif du littoral s'est réuni chez l'honorable Jean-Michel Nietzsche pour exclusivement mettre de côté des activités politiques. Est-ce qu'il y a des vices de forme? Parce qu'on se dit tout de même qu'avant d'accuser quelqu'un ou de jeter quelques observations, aussi négatives soient-elles, pour le compte de Jean-Michel Nietzsche, s'il n'y avait pas lieu de faire venir l'honorable, hein, maintenant, entre les deux, ça devient finalement un rapport de force parce que vous avez un vice-président national qui a du mal à être convoqué par son président régional. Et derrière cela, est-ce qu'il n'y a pas une volonté de nuire au bon fonctionnement du parti? En fait, il y a une volonté de nuire au bon fonctionnement du parti. Moi, je vous le dirai parce que j'observe les actions souterraines. Lorsqu'il y a un militant dans une circonscription, je pense que la structure forte et primordiale, c'est la cellule. La cellule qui vous accueille lorsque vous entrez en politique. Et lorsque vous entrez en cellule, vous avez la possibilité de gravir des échelons à la circonscription électorale qui est au niveau de l'arrondissement. Vous pouvez aller au département ou alors à la région. Mais il est difficile que la région s'auto-saisisse parce que la région n'a pas de militants. Les militants sont à la base. Les militants sont à la cellule et à la CE. La région ne coordonne que les transitions et les liaisons de toutes les activités politiques. Donc, la région n'a pas un militant à sanctionner si la plainte ne vient pas d'une structure qui a accueilli le militant. Lorsqu'on voit donc comment est-ce que ce cinéma est organisé, il est difficile d'accepter que cela ne va pas pour mettre le parti dans l'embarras. Et selon une certaine indiscrétion, est-ce que le chairman John Fundi ne sent pas un peu le mal, ou alors est-ce qu'il n'a pas des remords lorsqu'il voit deux hauts responsables de sa formation politique, membres du NEC, s'étriper devant des militants de base? Est-ce que cela ne crée pas un handicap? Est-ce qu'il n'a pas des regrets à voir cette scène aussi horrible pour ces militants qui ont fait confiance depuis les années 90 au Social Democratic Front? En fait, je suis sûr que le chairman va se ragaillardir parce que la résolution du littoral est adressée d'abord au NEC pour validation. Donc avant d'exclure l'honorable Joshua aussi, il faudrait que le NEC donne son assentiment et accepte que les motifs reprochés sont valables et que l'auto-exclusion est acceptée. Parce que le 8-2, on ne l'attribue pas à quelqu'un. C'est quelqu'un qui s'en va se servir et on constate tout simplement que vous êtes... Et justement, le problème, c'est la manière. Qui sanctionne qui dans le cas d'espèce? En fait, ça montre le bras de fer qui a envie de se construire. C'est-à-dire la succession du chairman qui manifestement est annoncée alors que le chairman voudrait que les structures de base se renouvellent, de la cellule à la CE, de la CE au département, du département à la région, avant d'aller à l'échelle nationale. Ce n'est pas dans les réseaux sociaux qu'on gagne cela. Si les militants du littoral se livrent à une guerre qui est honteuse parce que l'honorable Nietzsche est élu député au littoral, l'honorable Joshua aussi est élu député au littoral. S'il faudrait même chercher, les deux ne sont pas originaires du littoral. Donc s'il faut donc revendiquer la paternité du littoral, c'est pas aux deux de se livrer à une telle guerre. Mais on espère qu'un tel discours sera tenu par le Social Democratic Front à travers son leader pour prendre position. Mais je sais que ça ne sera pas validé. Parce que ce qui inquiète, c'est qu'il n'y a aucune position nulle part de la part du chairman quand même, et qui s'est exprimé au lendemain du NEC. Et comment comprendre qu'un autre NEC se tient dans la région du littoral uniquement pour sanctionner quelqu'un? Et puis les points à l'ordre du jour qui étaient inscrits sont clairs, mais le point essentiel qu'on a retenu, c'est l'exclusion de Joshua aussi du SDF littoral. Excusez-moi pour sortir. Excusez-moi parce que les motifs avancés ne sont pas encore appréciés par le NEC. Parce que la mauvaise gestion de la présidentielle de 2018, un certain nombre de manœuvres dont le NEC attend encore les rapports pour donner son appréciation, le littoral s'est anticipé et de donner des sanctions et de donner son avis là-dessus. Je me dis, c'est un peu hors jeu d'aller dans cette logique que le parti, lui, voudrant se reconstruire, se retrouve avec des éléments très forts qui se livrent à une guerre qui ne sert à rien. Parce qu'effectivement, c'est pas
ce à quoi on s'attend de ces deux élus-là, de ces deux fils du littoral, et que le Cameroun tout entier est en train d'observer. En tout cas, on va sortir également de là en parlant de cette succession, de cette valse de dénonciations mise en route par le député du Social Democratic Front, président de la région du littoral, donc Jean-Michel Nitieux, qui dénonce, qui se félicite d'ailleurs de la participation des membres, dont les membres statutaires, qui sont venus de différentes coordinations départementales de la région du littoral aussi. Dans cette même perspective, il dénonce la participation de la cérémonie de prestation de serment du candidat du RDPC, entre autres. Donc il y a plusieurs points qui sont retenus dans le cadre des résolutions de cette réunion extraordinaire du comité exécutif tenue dimanche dernier. On ne va pas retarder l'émission. Vraiment une minute. Oui. Parce que ce sont les résolutions qui sont tenues par le NEC, dans ces résolutions, au NEC, par le SDF pour le littoral. Il est caché des antécédents. Les gens veulent s'inspirer des cas de départ d'avant. C'est-à-dire, on va vous prendre que Kawala est parti parce qu'il y a eu telle chose ou telle chose ou telle chose, mais c'était une volonté expresse de ne pas vouloir comprendre le parti. Dire aux gens que le SDF dit aux gens de ne pas aller s'inscrire était très faux par rapport à la logique que le SDF était en train de s'exprimer. En demandant à Elections Cameroun, dites-nous ce que vous faites, refonte des listes ou alors toilettage des listes. Et Elections Cameroun était incapable de nous dire. Alors le SDF dit, nous ne collaborons pas si vous ne nous dites pas clairement quel est le travail à faire sur le terrain. Quitte à Kawala d'aller dire, le SDF dit aux gens de ne pas s'inscrire, alors que c'était sa volonté de parti du SDF. Donc ceux qui veulent mettre le parti dans l'embarras, généralement, je peux comprendre qu'ils peuvent avoir d'autres visées politiques, mais le SDF, lui, est dans une logique de conquête du pouvoir. Je pense qu'après le président Biya, ça ne nous échappera pas. Merci bien, merci pour cette première réaction relative et qui nous amène un peu plus de lumière dans le fonctionnement de Social Democratic Front. Je voulais également souligner dans l'actualité, vous savez, la passation de service au niveau de l'Institut des Relations Internationales du Cameroun entre le professeur Messanga Nyamding et celui qui prendra les rênes du chef de département de la coopération. Cette passation de service se déroule en ce moment. Donc beaucoup de courage pour le camarade de Sa Majesté Ondondo qui est bel et bien présent pour assister à cette passation. En tout cas, on en a parlé hier dans ce studio et puis peut-être on aura progressivement le déroulement de cette cérémonie. Je vous accueille également avec le RDPC. On vous a souvent taxé d'avoir des relations incestueuses, d'ailleurs, d'aucuns disent très incestueuses avec le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Est-ce qu'on peut revisiter un peu le poids des relations qui existent aujourd'hui entre vous et le Rassemblement démocratique du peuple camerounais? En fait, Serge, je ne vais pas tirer le long en large. Nous n'avons pas les mêmes habitudes politiques, nous n'avons pas les mêmes comportements pour se ressembler ou se rassembler. Donc, je vois mal comment le RDPC lui-même accepterait que le SDF est en copinage avec nous, alors que nous voyons comment est-ce que le SDF évolue en marge même de ce pouvoir qu'il refuse de partager, parce qu'en réalité, nous n'avons pas les mêmes visions de ce que le Cameroun devrait avoir comme trajectoire de développement. Si vous essayez de regarder même dans dans le fonctionnement du parti de Sa Majesté Ondondo, vous verrez que certainement, beaucoup sont en prison, il n'y a pas le SDF là-bas. Certainement, ils peuvent avoir des amitiés à travers leur gestion. Le SDF ne partage pas ses gouvernements. Mais comment est-ce que vous voulez toujours dire que les enfants d'une famille à gauche sont des amis d'une famille à droite, alors que nous avons le même terrain d'expression? Avant de donner la parole à Sa Majesté Ondondo qui reviendra sur la question, je voudrais m'arrêter sur les premières élections sénatoriales au Cameroun. On a vu l'ancien Premier ministre Simon Atidjachou qui disait « Politique Nanjangi, Wash Mabak, Awash Yabak ». On se souvient également des consignes qui avaient été données, voter tel parti politique dans la région de l'Ouest, dans le Nord, voter tel autre. Des consignes sont parties tant du SDF que du RDPC. Comment croire en vous en ce moment précis lorsqu'on sait encore que des paroles comme celle-là ont eu des vagues, non seulement au niveau des réseaux sociaux, mais aussi dans différentes formations politiques où d'aucuns vous ont taxé d'être très proche du RDPC? En fait, Serge, les gens refusent de réfléchir parce que dans la science politique, il n'y a aucun cadeau qui se fait sur la scène. Le RDPC a voulu se servir majoritairement du Sénat au point où il nous entraîne par force. Parce que je vous dirais quoi?
quand on veut résoudre les conflits d'intérêts politiques, soit vous passez par la dictature, soit vous passez par le consensus, soit vous passez même par l'appréciation de la majorité, soit c'est le compromis. En aucun cas, le SDF et le RDPC sont assis pour dire, voilà le Sénat, nous nous organisons comment. Sinon, j'espère que le chairman était candidat au Nord-Ouest, on se serait arrangé à ce que le SDF gagne aux premières sénatoriales dans le Nord-Ouest. Donc ceux qui pensent qu'il y a des accointances, il y a des rapprochements. Il n'y a pas Mais n'oubliez surtout pas que le président Paul Biya a reçu le chairman John Fodi lors d'une visite à Bamenda dans le Nord-Ouest du pays. C'était même très tard. Il devrait déjà l'avoir reçu depuis bien longtemps. Parce que en tant que leader de l'opposition et tenant du pouvoir, ces deux hommes devraient se rencontrer minimum chaque trimestre pour au moins s'échanger dans la vision de gestion du pays. Donc ceux qui voient ce rapprochement à une trahison, j'ai dit non, c'est une mauvaise appréciation. Dans la logique du Sénat, le RDPC tout simplement a voulu voir la volonté des gens à être candidats et à choisir au forceps. Il dit, ok, Monsieur Alima est candidat à telle région, je l'amène qu'il le veuille ou pas pour que mon Sénat soit crédible. Que d'avoir un Sénat monocolore, parce qu'on va dire que le RDPC va manger l'argent des Camerounais pour rien. Il se dit, je veux le tenter de quelques gars de l'opposition et il vous choisit au forceps sans votre avis. Et c'est là où je dis, c'est pas une affaire qu'on se soit assis, mais quelqu'un qui voudrait, tout dans la logique de nomination qu'il fait. Il peut nommer à l'UNDP, il nomme au MDR, il nomme à gauche, il nomme à droite, parce qu'il voudrait bien que son Sénat ressemble à une structuration politique multiforme. Donc ce n'est pas une logique de dire que vous êtes des copains, copines, mais le jeu politique voudrait bien qu'on se serve de tous les coups. Et lui, il s'est servi de ça, la volonté du SDF d'aller dans cette région. Il se dit, je me disqualifie à gauche et à droite parce que je veux donner un contenu et surtout donner l'avantage à mes éléments, parce que le SDF, lui, manifestement, ne sera pas un obstacle. Et pour sortir de cet échange, hein, je voudrais que vous donniez un peu votre appréciation sur le RDPC. Nous sommes en plein dans le sujet, c'est la célébration de ce 36e anniversaire. Et quelles sont les observations que vous faites en ce moment? Est-ce que pour vous, le RDPC est resté un véritable parti leader? Est-ce que le fait qu'il a engrangé plusieurs vents, on regarde également les batailles qui vous ont opposé à cette formation politique dans le Nord-Ouest? Il y a même eu des partiels dans le Nord-Ouest du Cameroun. Vous avez été battu à plat de couture, toujours par le RDPC. Et quel regard vous portez aujourd'hui sur cette formation politique 36 ans après, même si d'aucuns pensent que vous n'avez pas toujours été dur envers ce parti politique? En fait, je me rends compte que le RDPC a réussi sa mission. C'est-à-dire cette mission-là de vouloir contenir l'espace politique à lui seul, partir du parti unique pour revenir à un parti unique. Je pense qu'il ne lui reste plus qu'à changer les habits du RDPC pour revenir UNC, parce que le contexte qui a prévalu à leur naissance est quasiment revenu le même. Vous avez vu comment est-ce que les régionales ont été organisées et comment est-ce qu'ils contrôlent presque l'appareil politique national. Ils nous ont contraints à avoir une crise au nord-ouest, au sud-ouest, crise qui allait être défavorable au SDF et favorable à eux. Et aujourd'hui, je pense qu'ils ont réussi leur mission, celle-là de ne pas amener le Cameroun à une réelle expression démocratique, à ce que les Camerounais s'attendaient et dont ils nous ont promis il y a fort longtemps. Donc je me dis, ils ont réussi leur coup, 36 ans avant, 36 ans après, parce qu'aujourd'hui, le président Biya a toutes les manettes, même si de transmission du pouvoir, comme cela lui a été donné, je pense que c'était dans le contexte d'un parti unique où personne ne lèvera un petit doigt pour dire non. Et je crois qu'aujourd'hui, il peut déjà le faire sans que personne ne lève le petit doigt pour dire non. Il a affaibli le SDF, il a affaibli les autres formations d'opposition. Il s'est targué les 10 régions avec ses alliés UNDP et que ne sais-je encore, qui sont tous descendants du parti unique. Donc je me dis, il a réussi sa mission en inscrivant tout cela dans la loi fondamentale de 96, c'est-à-dire décentralisation qui vient naître aujourd'hui 25 ans ou plus de 25 ans après. Ça veut dire qu'en réalité, ce n'était pas pour décentraliser, c'était pour renforcer le socle du parti unitaire qui était en train de s'effondrer, parce qu'en 92, le SDF, avec le candidat de l'Union pour le changement, a annoncé un signe fort, celui de l'évincer. Et comme il ne voulait donc pas partir d'un pouvoir que le peuple ne lui a pas donné... Mais vous ne baissez toujours pas les bras, hein? Oui, le peuple ne lui a pas donné, mais aujourd'hui le peuple veut lui prendre ça. Donc en réalité, il se dit, je donnerai comme on m'a donné, et le contexte s'y est actuellement. Parce que les régionales, dans les 10 régions, le SDF, ni le MRC, ni n'importe quelle autre formation ne saurait dire non, nous ne le ferons pas.
Monsieur C'est Ndondo compris, et ses hein. camarades. Il reviendra le temps de réagir On le boulevard. sur la question. C'est donc l'entrée en 6 du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Sa Majesté Patrick Ndondo. C'est vrai que le RDPC est né sous les cendres, hein, d'abord de l'UC et en plus de l'UNC. Ça veut dire qu'il bénéficie quand même de plusieurs structures dans les 10 régions du Cameroun. C'est un parti qui est véritablement cimenté, comme on dit, sur le plan local, avec une implantation forte. C'est quand même une position qui vous permet de pouvoir travailler sans véritablement attendre que les autres formations politiques réussissent à vous damer le pion, parce qu'à cette période, on voit le SDF quelques années après qui essaye, malgré cette force qu'avait ce parti politique avec le Sofadon finish. Les Camerounais ont adhéré à cet idéal, mais le RDPC a resté soudé, mais sauf qu'en 92, ils ont manqué le coach, peut-être de changer plusieurs points au niveau de la loi, au niveau de l'Assemblée nationale du Cameroun, mais ils se sont encore laissés emporter par la force que représentait en face de la RDPC. À votre avis, est-ce que le SDF est resté un parti véritablement ancré dans ses valeurs, ou alors dans les valeurs républicaines? Qu'est-ce qui explique qu'il y ait autant de défaites du SDF face au RDPC sur plusieurs plans? Oui, ça c'est une question fondamentale, c'est une question qui parle de l'histoire du RDPC. Vous vous souvenez, c'était il y a de cela 36 ans, le 24 mars 1985, le RDPC naissait en remplacement de l'UNC. Le RDPC est né en 1985 donc, et en 1986, il y a eu les premières élections multiples listes. Multipartistes. Oui. Au niveau, n'est-ce pas, du RDPC. Au niveau, n'est-ce pas, des renouvellements des organes. En 1986. En 1987, c'est les renouvellements au niveau des communes, avec la possibilité d'avoir plusieurs listes, plusieurs candidats, pour le compte toujours du RDPC. En 1987, c'est le renouvellement au niveau des législatives. 1987. 1988 au niveau des législatives, dont le RDPC a donné, n'est-ce pas, un coup, sous le magistère du président Paul Biya, a donné, n'est-ce pas, un coup de démocratie, n'est-ce pas, que nous avons amorcé dès 1982 quand le président Paul Biya a accédé au pouvoir. Cette démocratie qui a donc commencé à être implémentée dans le RDPC a fait qu'en 1990, il y a eu, à la faveur de beaucoup de choses, à la faveur, n'est-ce pas, de la loi sur les partis politiques, la démocratie est revenue. Qui est le multipartisme. Le multipartisme est effectivement revenu. Le multipartisme est revenu, mais déjà, c'était le premier parti, n'est-ce pas, le premier parti à se manifester pour ce renouvellement de la classe politique. C'est le SDF. Le SDF faisait, n'est-ce pas, partie de ceux qui sont manifestés très tôt, qui ont très tôt manifesté, n'est-ce pas, leur côté d'opposition. Voilà. Et c'est ainsi que tous les autres partis sont aussi arrivés. Parce que dès 1990, quand on a libéralisé, tous les autres partis ont pu être légalisés. Ça signifie que tous les partis politiques du Cameroun viennent du RDPC. Vous comprenez? Il faut que ce soit clair pour tout le monde. Tous les partis politiques viennent du RDPC. Et tous les partis politiques viennent, n'est-ce pas, parce que mais il y a des partis politiques qui vous diront qu'ils ne sont pas nés sous les cendres du RDPC. Hein. Seul l'UPC qui existait déjà en 1947, 1948, lorsque l'UPC naissait. L'UPC était un parti avant les indépendances. Donc avant les indépendances, donc ils ont retrouvé juste, n'est-ce pas, le terrain politique qu'ils affectionnent tant. Donc, alors, depuis cette année-là, depuis 1982, il faut le dire, parce que 36 ans dans la vie d'un homme, c'est beaucoup. Mais 36 ans dans la vie d'une institution, c'est quand même peu. Lorsqu'on fait donc un peu, n'est-ce pas, le bilan de ces 36 dernières années, on voit que nous avons, sur le plan des batailles législatives, nous avons environ pratiquement 9 victoires, 9 victoires sur toutes les élections législatives que nous avons eues, les élections municipales également, sur les élections présidentielles, 7 ou 8 élections présidentielles que nous avons également gagnées, et les élections régionales qui sont arrivées ces derniers temps-ci, plus, n'est-ce pas, les élections sénatoriales. Donc le RDPC est allé de victoire en victoire. En allant de victoire en victoire, ce qu'il faut retenir, c'est que l'impact que nous avons, que le RDPC a su donner
au peuple camerounais en 1990 a effectivement permis que la libéralisation de la vie politique a impacté la libéralisation de la vie économique. Ça veut dire que c'est grâce un peu, n'est-ce pas, aux libertés que nous avons connues que sur le plan économique également, parce que on sortait, n'est-ce pas, d'un plan des grands monopoles. On sortait des grands monopoles en 1986-87. Parce que souvenez-vous, le président... Et avec la crise économique qui était là. Oui, la crise économique, les premiers accords avec le Fonds monétaire international ont été signés en 1987, en septembre 1987, parce que la crise économique s'est imposée à nous. Nous sommes entrés dans les plans d'ajustement structurel et désormais, les institutions internationales contrôlant l'économie du monde ont pratiquement, n'est-ce pas, ont demandé qu'il y ait plus de libéralisation, plus de liberté, n'est-ce pas, dans l'économie du monde. C'est pour cela que les plans d'ajustement structurels ont été... Et puis plus tard, en 1994, avec la dévaluation du franc CFA. Exactement. Donc, avec tout ce que ça comporte, comme les facilités de crédit qui sont arrivées et toutes les dimensions sociales, n'est-ce pas, de l'ajustement structurel. Donc, c'est une très longue... C'est une très longue marche. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille. C'est une très longue marche jusqu'à ce qu'on puisse aboutir aujourd'hui et ici. Alors, est-ce que le RDPC a une relation particulière avec le SDF? Non, le SDF, c'est un parti politique d'opposition que le RDPC respecte beaucoup. C'est un parti politique d'opposition que nous respectons. De temps en temps, il y a eu beaucoup de bagarres. De bagarre, il y a toujours eu, n'est-ce pas, la bataille avec le SDF, parce que qu'à cela ne tienne, le SDF a quand même cette particularité que le RDPC étant le parti, le creuset de l'unité nationale, parce que dans le RDPC, il y a toutes les tribus du Cameroun, il y a toutes les régions du Cameroun, et tous les fils du Cameroun sont responsables dans le RDPC. Dans le SDF, c'est le SDF qui fait quand même, n'est-ce pas, qui fait un effort de suivre le RDPC dans cette voie-là, de pouvoir responsabiliser tous les enfants du Cameroun. Ça, c'est ça c'est la marque qui nous interpelle avec le SDF. Mais à côté, les autres partis politiques d'opposition ont beaucoup. Vous pensez que le SDF est un exemple de l'opposition, parce que tendances régionalistes. Je prends l'exemple simple. On reste avec les partis politiques de l'opposition au Cameroun. C'est vrai que le SDF n'a véritablement pas appelé à descendre dans les rues. Je prends le cas de 1990, entre autres. Il est resté, il a accompagné dans cette logique les Camerounais, mais en revendiquant sa victoire parfois lors des élections. Mais différemment avec un autre parti politique, le MRC par exemple, qui a appelé à descendre dans les rues. Est-ce que ce n'est pas cette retenue du Tchemane John Fundi qui voudrait peut-être essayer de cacher quelques accords souterrains entre vous, ou alors qui essaie de mener ce jeu politique pour qu'il n'y ait pas d'instabilité au Cameroun depuis fort longtemps, parce que vous cheminez ensemble, ou alors peut-être vous marchez de manière disparate, mais on ne ressent pas cette corde qui se tire entre les deux formations politiques. Non, il faut dire que le SDF a beaucoup plus de tendances républicaines. Donc ils ne sont pas dans le tribalisme de certains partis politiques. Et puis le SDF n'a jamais signé un accord de gouvernement avec le RDPC, vous comprenez? Alors que dans tous les autres partis, ils ont eu leurs militants dans le gouvernement. Vous comprenez un peu? C'est pour cela que c'est ce que nous disons. Donc, personne ne peut faire aujourd'hui, n'est-ce pas, le procès au SDF. Ça, je le dis, nous le disons de manière sincère. Personne ne peut faire le procès au SDF disant qu'ils ont nuitamment signé quelques accords avec le RDPC. Non, c'est plutôt d'autres partis, d'autres leaders, suivant mon regard, qui ont séjourné dans le gouvernement que nous avons, qui nous ont accompagnés dans beaucoup de choses, vous comprenez, mais qui n'ont pas... vraiment, visiblement, qui n'ont pas des tendances républicaines, qui sont des extrémismes. Les extrémistes, donc, vous voyez que les extrémismes ne peuvent pas fonctionner au Cameroun. Je voudrais un peu sortir un peu de ces petites... Tout à fait. Ces petites discussions tout autour de pourquoi tel n'a pas échangé avec quel autre. Maintenant, qu'on fasse un peu les constats sur le terrain. 36 ans après, c'est vrai que les Camerounais rencontrent d'énormes difficultés. C'est vous qui êtes proche du pouvoir. Le RDPC a véritablement les rênes à main. Mais on se plaint au niveau des conditions sociales, au niveau des conditions d'existence des Camerounais, qui indiquent clairement que socialement parlant, il y a encore des difficultés. Il y a beaucoup de problèmes à résoudre au niveau de la distribution d'énergie, de l'énergie électrique, au niveau des points d'adduction
en eau potable et également sans oublier les infrastructures qui ont trait à l'éducation. Il y a quand même beaucoup à parfaire et à refaire, mais à ce niveau, les formations politiques de l'opposition estiment que vous ne faites pas grand-chose. Non, vous voyez, vous posez une question effectivement juste. Beaucoup de choses ont été faites depuis que nous sommes au pouvoir. Souvenez-vous qu'en 1990, lorsque devant Yves Morosi à Radio Monte Carlo, le président Paul Biya, il disait qu'il l'aimerait, il aurait voulu, il veut qu'on retienne de lui comme l'image de celui qui aurait apporté la démocratie et le progrès au Cameroun. On peut dire que 36 ans après, la démocratie est complètement installée au Cameroun. Maintenant, en ce qui concerne la prospérité, parce que c'est de ça qu'il est question, la prospérité est en train a connu, n'est-ce pas, beaucoup d'avancées avant qu'on ne retombe dans la pandémie sanitaire qui freine le développement. Mais sachez quand même que en 1982, quand le président Paul Biya est arrivé ici au pouvoir, ici dans la ville de Yaoundé, il y avait seulement 2 lycées, le lycée général Leclerc et le lycée bilingue des Sos. Aujourd'hui, vous pouvez compter combien de lycées, de très grands lycées qu'il y a au Cameroun. Si on prend la seule ville de Yaoundé, puisque nous y sommes, on ne peut pas ne pas faire, n'est-ce pas, ce genre de comparaison, que ce soit sur le plan énergétique, que ce soit sur le plan de l'éducation ou sur le plan des soins de santé primaires. Beaucoup de choses ont été faites. C'est parce que chaque année, il y a désormais 6 universités d'État au Cameroun. 8 universités sans oublier l'accompagnement avec les IPS qui existent au Cameroun. 8 universités d'État, donc il y a, c'est énorme si je me mets à citer, n'est-ce pas, ce que nous avons fait. Mais en réalité, nous comprenons que la population du Cameroun, ça a augmenté et les besoins se sont accrus. Et c'est tout à fait normal qu'au jour d'aujourd'hui, que la demande soit également encore plus grande, mais malgré les efforts qui sont faits. Les efforts vont continuer effectivement à être faits, parce que souvenez-vous, en 2006, lors de notre congrès, le président Paul Biya, il le disait que il y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites pour le progrès et le développement du Cameroun. Beaucoup de choses sont encore amenées à être faites. C'est pour cela qu'il faut que davantage tous les cadres pas le cadre seulement du parti, tous ceux qui ont en charge la gestion, n'est-ce pas, des responsabilités au niveau étatique, au niveau administratif du Cameroun, puissent davantage, n'est-ce pas, travailler pour amener le Cameroun effectivement à la prospérité. C'est la raison pour laquelle vous avez vu, nous avons sorti le document sur la croissance, la DSCE, le document de stratégie pour la croissance, qui a été remplacé par le SND, qui prévoit donc l'émergence au Cameroun en 1935, parce qu'on a fait des études économétriques, des études de statistiques qui demandent que l'économie camerounaise, n'est-ce pas, soit d'une façon dirigée d'une certaine façon pour avoir la certitude que en 2035 nous pourrons, n'est-ce pas, avoir l'émergence. Mais pour avoir cette émergence, il faut que le taux de croissance du Cameroun soit effectivement à 2 chiffres. Or, depuis les années 2000, nous avons eu un taux de croissance qui a commencé à 1%, 2% et qui arrivait en 2014 aux environs de 5%, 5,8%. Et au moment où on devait, n'est-ce pas, continuer, accentuer, n'est-ce pas, la montée de l'économie, effectivement, au Cameroun, c'est à ce moment que les problèmes sécuritaires se sont dégagés, ont commencé avec Boko Haram et avec le Nozo. Et ces problèmes sécuritaires ont donc impacté, n'est-ce pas, nous y reviendrons, on en parlera sur la question qui était déjà vraiment, qui était en train de monter et qui pouvait, n'est-ce pas, atteindre on y reviendra sur la deuxième thématique de cette émission. On parlera des questions qui ont trait à l'insécurité, pas seulement au Cameroun, dans d'autres pays de l'Afrique. Je voudrais également souligner que la stratégie nationale de développement 2020-2030 qui a été mise en place, remplaçant, comme vous l'avez indiqué, le document de stratégie pour la croissance et l'emploi au Cameroun, qui est resté tout de même limité dans son implémentation sur le terrain. Il fallait penser stratégie, il fallait penser autrement. Roger Alimanga, lorsqu'on écoute Sa Majesté Patrick Kondondo, on a comme l'impression que tout va très bien sur les roulettes et que le RDPC a eu le temps d'accompagner les Camerounais 36 ans après quand même. Vous avez le sentiment qu'il y a des choses, il y a des rendez-vous manqués du RDPC sur le plan social. Il y a également qu'il y a une déflagration pour certains dans ce qui devrait revenir en termes de strates, en termes de mise en place des infrastructures sportives, parce que
c'est maintenant qu'on est en train véritablement de jouir de ces stades qui sont devenus tout de même des espoirs pour beaucoup de Camerounais, qui d'ailleurs ces stades qui sont construits sur les normes internationales. Donc on peut tout de même dire qu'il y a des choses en ce sens qui ont pu avancer. Mais à votre avis, est-ce qu'il y a eu des choses manquées? Est-ce qu'il y a des rendez-vous manqués? Est-ce que le RDPC a échoué à plusieurs niveaux? Oui, effectivement, je ne saurais dire le contraire. Il y a beaucoup de choses qui manquent à l'appel de cette logique de développement que le RDPC voudrait bien nous introduire. Je rappelle ici que pendant plus de 36 ans, ils ont occupé le pouvoir manifestement sans partage. C'est-à-dire s'il y a une responsabilité à attribuer sur tous les manquements que nous avons eu à accuser aujourd'hui, il en va tout de même que c'est au RDPC qu'on devra s'adresser. Et quand j'observe la dépravation sociale, la dépravation humaine, la dépravation même politique, économique, en réalité, nous n'avons pas un autre accusé que les responsables du RDPC et manifestement le président Biya qui est à la tête. Parce qu'on sait quand la main a failli, on punit la tête. Quand le pied a failli, on punit la tête. Quand le doigt a failli, on punit la tête. Est-ce que c'était facile de gérer pendant les 36 ans les combats auxquels le chef de l'État a été appelé à décider, à s'engager véritablement? Est-ce qu'en 36 ans ça a été facile? Il y a eu quand même des points positifs pour le compte du RDPC et même sur le plan social avec des changements quelque peu perceptibles. Mais est-ce que vous, dans l'opposition, vous n'avez pas profité de ces manquements-là pour tirer la sonnette d'alarme? On n'a pas beaucoup vu ces dernières années le SDF, peut-être en laissant la place à d'autres jeunes formations politiques parce qu'épuisé par les épreuves difficiles que lui a infligé le RDPC. Est-ce que la relâche au niveau des changements sur le plan politique, cette verve qu'avait le SDF, est-ce qu'elle n'a pas pris un coup pendant fort longtemps et finalement on s'est abandonné? Parce que vous avez indiqué tout à l'heure que le chairman, quand même à un certain moment, s'est rendu compte qu'il ne pouvait plus véritablement continuer parce que c'était un système parfois verrouillé, parfois vicié par le RDPC. Est-ce que ce n'est pas cela qui, tout ça, qui a fragilisé votre combat politique? En fait, Serge, le tort à qui? Le tort, réellement, c'est à ceux qui gèrent le pouvoir. Le SDF, je ne sais pas, peut-être que vous n'avez pas consulté l'actualité ou alors les exploits du passé du SDF par rapport aux revendications et à ce qu'il a eu à proposer par rapport à la gestion du pays. Je vous rappelle que si la crise anglophone est en train de s'empirer, nous avons tiré la sonnette d'alarme avant même qu'elle ne se déclenchât. C'est-à-dire, les avocats commençaient à faire la grogne au nord-ouest et au sud-ouest, et nous avons tiré la sonnette d'alarme. Il y a eu même cette volonté-là des populations à s'ériger contre les directives de Yaoundé. Nous avons tiré la sonnette d'alarme. On est arrivé au Parlement à faire une opération blocus, arracher le micro au Premier ministre, faire tout un... On a également vu l'honorable Wirba qui a entamé l'hymne national. Effectivement, ce n'est pas pour dire que le SDF n'a rien fait. Nous avons toujours tiré la sonnette, mais une sourde oreille nous a toujours été servie au point où le pays est en train de sombrer dans des profondeurs abyssales. Moi, je pense aujourd'hui que c'est la faute au président Biya de vouloir rester là pendant près de 40 ans. C'est-à-dire, lorsque vous sentez que vous n'êtes plus capable d'apporter, targuez-vous des succès que vous avez. Est-ce que c'est le chef de l'État lui-même qui gère les institutions véritables? Il y a des personnalités qui sont nommées, il y a des membres qui occupent des... Est-ce que c'est le chef de l'État qui a la manœuvre? On a vu le travail qui est en train d'être effectué par les membres du gouvernement. On a vu le ministre de la fonction publique qui essaie d'échanger au niveau des fonctionnaires en respectant les heures de travail, en frappant sur les absents avec des notes concrètes. On a vu le ministre des Finances qui fait un travail assez remarquable. Est-ce que c'est le chef de l'État en ce moment qui doit venir travailler à la place des Camerounais? Serge, le chef de l'État a ceci de particulier, et c'est ce que nous, au SDF, et même la classe de l'opposition accuse, c'est qu'il a confisqué toutes les parcelles de pouvoir. Il a pris l'exécutif entre ses mains, c'est normal, parce que le gouvernement sauf si Sa Majesté estime que ces observations ont leur place. Il prendra la parole peut-être après. Il prendra la parole. Il peut réagir à tout moment. C'est pas, je voudrais donc finir d'abord mon déroulé pour que lui aussi s'appuie sur ce que j'ai dit. Vous pouvez peut-être avancer un élément qui n'est pas assez concret, qui n'est pas, qui peut-être peut avoir des observations. Il a pris l'exécutif en main. Il confisque le législatif et l'appareil judiciaire, c'est lui qui contrôle. Et c'est là le véritable problème. De quelle manière, Sa Majesté, parce qu'on peut pas tout de même... Vous avez vu, Serge, à l'Assemblée, on a réélu Cavaillé, on a réélu le sénateur Niat.
En réalité, c'est 2 hommes que le président Biya contrôle. Et il ne voulait pas les lâcher. Au niveau du RDPC, par exemple, ils sont majoritaires, c'est-à-dire ils ont également un groupe parlementaire. Je suis tout à fait d'accord. Mais les autres formations politiques n'ont pas eu la possibilité d'interagir. Mais au sein du RDPC, je pense quand même que 29 fois qu'on réélit quelqu'un, 29 fois président, je crois que c'est un peu trop. Même leurs camarades, il y en a qui sont plus talentueux. Qui nous a dit que nous sommes fatigués de cavale? Justement, en fait, ils ne sont pas fatigués. Voilà pourquoi je dis c'est la de volonté de leur président national. Parce que c'est un homme fidèle et loyal. Voilà, leur président national veut quelqu'un de fidèle et loyal qui doit servir les intérêts de celui-ci. On ne joue pas. Même l'exécutif que vous voyez. On ne joue pas avec l'Assemblée nationale. Est-ce que ce qui se passe au sein du RDPC n'interroge pas le social-démocratique front? Parce que vous, chez vous aussi, et puis on a même nommé les gens du SDF. Donne l'impression d'aller, mais c'est difficile. Dans le Conseil constitutionnel, il y a un représentant du SDF dans le Conseil constitutionnel. C'est tout à fait normal. Oui. Donc, vous vouliez faire sans le SDF. Donc vous ne pouvez pas dire au jour d'aujourd'hui que nous, le RDPC maîtrise et l'exécutif et le judiciaire et le législatif. Non, c'est pas possible. Donc, parce que vous nommez quelqu'un dans le conseil électoral à Elections Cameroun, que vous dites qu'il contrôle les CAM, alors que vous savez que les gars de l'appareil, c'est les gars qui sont partis du RDPC. Ça, vous ne pouvez pas dire ça. En réalité, c'est des fuites en avant. Moi, je voudrais juste dire que le président Biya a fauté en contrôlant tout le pouvoir. C'est ce pouvoir-là qui fait que longtemps on n'accuse que lui. Ce n'est que ça. Je reviens. Je n'ai rien d'autre. Est-ce que le discours qui vise à tout remettre, c'est vrai qu'on parle du RDPC aujourd'hui, c'est le président national de votre formation politique. Est-ce que ce discours qui vise à tout remettre entre les mains du président de votre formation politique n'est pas un discours populiste, n'est pas un discours qui bat en brèche tous les efforts consentis par votre formation politique? Est-ce qu'on ne peut pas aider l'opposition en face à changer de paradigme, à changer de discours? Est-ce qu'il n'y a pas des failles de leur côté? Parce que même si le chef de l'État camerounais, aujourd'hui à la tête du RDPC depuis fort longtemps, est-ce que du côté du SDF, John Fundi y est depuis la création de ce parti politique, est-ce qu'on ne peut pas aussi avoir des éléments dans ce sens qui peuvent démontrer que, au-delà du rapprochement que les uns et les autres voudraient faire, mais qu'il y a quand même des failles dans tout système politique, qui soit de l'opposition et qui soit au pouvoir? Non, vous savez, nous sommes dans un pays où la démocratie appartient désormais à tous les Camerounais. Et parce que la démocratie permet l'expression libre de tous les partis politiques, vous vous souvenez, chaque fois qu'il y a eu élection, il y a toujours eu des tentatives, n'est-ce pas, de la part des partis politiques d'opposition, de se réunir effectivement pour battre le RDPC. Mais jamais, en aucun cas, ça n'a marché. Pourquoi? Parce que le problème n'a jamais effectivement dépendait de nous, mais le problème dépendait uniquement de ceux qui sont les responsables de l'opposition. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que c'est beaucoup plus des intérêts égoïstes, les égos surdimensionnés et des comportements qui ont prouvé que c'est pour cela que le peuple camerounais ne leur fait pas confiance. Parce que dans un pays, le juge suprême, c'est le peuple. Dès lors que le peuple constate que les gens qui sont à côté, effectivement, ou en face du parti au pouvoir ne sont ni sérieux, ni ont beaucoup plus des ambitions pour venir gâter le pays, et le peuple ne peut pas les suivre. C'est pour cela que le peuple fait confiance effectivement au RDPC. Et c'est-à-dire que sans le RDPC, et vous voyez la manière avec laquelle nous gérons le pays, que nous laissons libre à tout le monde de dire ce qu'il pense, de faire, n'est-ce pas, de faire ce qu'il peut faire. Parce que si on voit que si c'était les autres partis qui étaient au pouvoir, mais on n'allait même pas respirer ici au Cameroun. On n'allait même pas respirer ici au Cameroun, tellement les extrémismes et les fondamentalismes sont effectivement nombreux. Donc vous comprenez que les autres partis qui sont de dire partis d'opposition ne sont pas des partis responsables. Ils doivent effectivement faire leur classe, ils doivent éduquer les populations à plus de responsabilité, à plus de respect de la loi. Et avec le temps, sans doute, avec le temps, on ne sait pas, avec le temps, viendra un jour, n'est-ce pas, où ils pourront effectivement exercer le pouvoir. Mais déjà, il faut dire que chaque fois que dans le temps, on a voulu responsabiliser certaines personnes du SDF, ils ont fui parce qu'ils ont peur du pouvoir. Ils ne sont pas donc prévus pour gérer le pouvoir. C'est un choix, peut-être qu'ils ont décidé de jamais travailler au sein du gouvernement. Non, ils ont peur de gérer le pouvoir parce que vous voyez que je ne veux pas revenir sur les problèmes qu'ils ont actuellement, parce que je ne veux pas revenir sur les problèmes qu'ils ont actuellement. Je préfère laisser, mais je crois que vous suivez mon regard et on se comprend.
Merci, Sa Majesté Patrick Ondo. Merci à Roger Alima. C'était un regard sur les 36 ans du rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'est vrai que beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Beaucoup également reste encore à faire et à parfaire pour cette formation politique. Et même les Camerounais, dans leur immense majorité, doivent s'impliquer pour que tout change et que tout aille pour le mieux. C'est de cela qu'il est question. La critique, nous sommes passés à la phase de l'implémentation et de l'accompagnement des pouvoirs publics dans un contexte particulier marqué par le coronavirus qui fragilise toutes les économies dans le monde et d'ailleurs qui tue. Ces derniers temps, des personnalités sont passées de vie à trépas, frappées par cette pandémie-là. Donc l'heure est à la responsabilité, au recueillement aussi et à la compréhension des uns des autres pour avancer dans notre pays avec des projets. Parce que quand ça tonne dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun, il n'y a pas d'appartenance politique, ce sont des Camerounais qui sont en difficulté. Justement, on parle de la deuxième thématique de ce soir. On va dans les régions inquiétées de l'Afrique. On va ouvrir au niveau sous-régional. En République centrafricaine, ça va mal avec les rebelles. Du côté de l'Afrique de l'Ouest, au Mali, ça va également mal. Dans notre pays, avec 3 pôles assez inquiétés. D'abord, dans la région de l'Est Cameroun, avec la question des réfugiés qui ressurgit de temps à autre, avec les rebelles qui partent de la Centrafrique pour inquiéter la tranquillité des populations et même des déplacés qui partent de leur pays d'origine pour la région de l'Est Cameroun et même ceux qui viennent du Nigeria. On a assisté tout récemment à cette cérémonie qui visait à permettre à ces Nigérians de retourner pacifiquement chez eux. C'était une forte collaboration entre le ministre de l'administration territoriale pour la Tanganyika, dont le gouvernement camerounais et le gouvernement nigérien. Et puis dans les régions de nord-ouest et du sud-ouest Cameroun, depuis quelques temps, c'est une paix relative que l'on observe, mais ça va, par moments, c'est un peu inquiétant. Sa Majesté Ndondo, je vous donne la parole sur la question de l'insécurité au niveau de l'Afrique, pas forcément du Cameroun. Peut-être vous choisirez un pan qui sera meilleur pour vous. Est-ce que l'Afrique en elle-même ne peut pas contribuer efficacement pour rassurer et pour assurer sa sécurité, même si l'on sait que l'Union africaine, véritablement, n'a pas les moyens financiers, même logistiques nécessaires pour intervenir partout en Afrique et pour rassurer les populations et les dirigeants de ces pays? Est-ce que l'Union africaine devrait, en principe, protéger l'Afrique? Je crois que tout le monde dirait oui, que c'est le devoir qui doit appartenir à tous les pays africains réunis au sein de l'Union africaine. Est-ce que maintenant l'Union africaine a les moyens nécessaires pour protéger les pays d'Afrique contre l'insécurité, le cyberterrorisme et le terrorisme ambiant et djihadiste qui est en train de se développer? Je crois que la réponse à cette question est beaucoup plus prudente. On ne pense pas. Mais à quoi est-ce que sont dus ces problèmes d'insécurité dans l'Afrique, dans le centre de l'Afrique, dans la zone sahélienne, en commençant du Burkina Faso, Mali, Niger, toute cette zone, la zone des 3 frontières. Et la bande sahélo-sahélienne qui vient jusqu'en Niger, jusqu'à la boucle du lac Tchad. C'est vrai que c'est des questions de sécurité assez importantes et on s'est rendu compte que derrière ces questions, derrière ces batailles, le dialogue n'est parfois pas le bienvenu. On a du mal à accepter les vraies personnes avec qui il faut dialoguer, ou peut-être ceux qui sont censés mener ce dialogue ne sont toujours pas présents. D'aucuns estiment d'ailleurs que les organisations internationales ou alors un médiateur international ne serait toujours pas le bienvenu pour résoudre des questions de paix dans un pays. Restons par exemple au Cameroun, dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. D'aucuns estimaient qu'on pouvait de temps à autre, que le grand dialogue national convoqué par le chef de l'État, d'aucuns estiment que ça n'a pas été un qui était très attendu et que les vraies personnes avec lesquelles dialoguer n'ont toujours pas été présents. Mais alors, qui sont ceux qui devraient prendre part à ce dialogue et qui n'ont pas été? Est-ce que le dialogue, finalement, il n'est pas nécessaire dans la résolution des conflits? Est-ce qu'on doit dialoguer simplement au niveau lorsqu'on sait que nous avons les instances supérieures avec nous, sans oublier les revendications qui sont à la base? Non, je comprends bien votre préoccupation. Ça me permet de reprendre en 2 volets. Le premier volet de cette préoccupation, c'est que en ce qui concerne l'Afrique, la bande sahélienne, qui est là où il y a l'insécurité. Il faut savoir que depuis la chute du guide libyen, le Kadhafi, et depuis, n'est-ce pas, la fin de l'État islamique au Levant, toutes les armes ont convergé de l'Irak, toutes les armes ont convergé pour se retrouver dans cette partie-là.
toutes les armes en Libye ont convergé pour se retrouver, n'est-ce pas, dans le désert, entre le nord du Mali, du Burkina Faso et du Niger. C'est pour dire que les bandes qui ont fui, ce sont les islamistes qui ont fui, ont besoin, n'est-ce pas, d'un terrain fertile. Ils ont besoin, n'est-ce pas, ils sont venus renforcer ceux qui voulaient le séparatisme au nord du Mali. Les islamistes toujours au nord du Mali sont venus les renforcer, n'est-ce pas, ceux au Burkina Faso, renforcer ceux qui sont au nord du Niger. C'est eux qui font la zizanie ces dernières semaines. Ils sont lourdement armés. Ils ne sont pas venus pour quelques négociations que ce soit. Ils ont besoin, n'est-ce pas, de terrain, ils ont besoin d'espace, ils ont besoin de terreau pour pouvoir vivre et pour organiser, n'est-ce pas, un no man's land, et puis voir, n'est-ce pas, dans quelle mesure relancer le djihadisme en Afrique. C'est de ça qu'il est question. Donc, quels que soient les gens que vous allez chercher pour dialoguer, parce que le dialogue, on a cherché à faire un dialogue au niveau du Mali avec les leaders du Nord, de leur, comment on appelle leur parti là. Ils ont un fameux parti au sein duquel tous les islamistes sont retrouvés au Mali. Oui, mais ils n'ont jamais accepté ce dialogue. Mais pour le cas du Mali, par exemple, lorsqu'on parle de ces rebelles qui s'y retrouvent. Voilà, ils ne vont jamais accepter au Mali. Est-ce que ce n'est pas une volonté de ne pas accepter retourner? Ils ont besoin d'espace pour vivre. Donc c'est ça le seul dialogue. En ce qui concerne le Cameroun, c'est pratiquement la même chose. Étant donné que les sécessionnistes, ils ont voulu faire le séparatisme. Pourquoi? Parce qu'ils estiment qu'ils peuvent occuper un pays, une partie du Cameroun, qu'ils veulent transformer en Amazonie. Est-ce que maintenant ceux qui ont financé les activités terroristes au Cameroun, ceux qui ont financé le séparatisme, est-ce que c'est avec eux qu'il faut discuter? Moi, je crois que il faut peut-être que le problème sur le plan militaire, nous sommes en train de prendre le pas sur ces séparatistes, sur ces sécessionnistes, sur le plan militaire. Donc maintenant, je l'ai dit quelque part dans un de mes ouvrages, pour lui acheter la démocratie camerounais, est-ce que le problème du sud-ouest, du nord-ouest et du sud-ouest peut se résoudre par la dissuasion, la persuasion et la négociation. Donc en même temps qu'on mène n'est-ce pas, qu'on mène des initiatives de dissuasion et de persuasion, en même temps, n'est-ce pas, il faut la négociation parce que c'est comme les Camerounais. Merci. Mais de toutes les façons, pour le moment, je crois que la paix est en train de revenir et les négociations vont continuer. Souvenez-vous, avant-hier, avant que... C'est ça, avant-hier, on était en train de mettre sur pied ce qu'on appelait... on a mis la première pierre du grand centre de la démobilisation et de la démilitarisation et de la réinsertion. C'est un grand centre qui vient non seulement pour accueillir les jeunes Camerounais qui ont pris les armes, mais également c'est un grand centre qui va servir, n'est-ce pas, à la formation de tous les jeunes Camerounais qui sont dans le coin. C'est la formation pour, n'est-ce pas, la réinsertion, pour, n'est-ce pas, l'emploi. En tout cas, ça a été clair. Donc c'est quelque chose de bien. C'était clair. On a demandé à ces jeunes qui sont dans la brousse de déposer les armes et de revenir à une vie normale. Roger Alimanga, on sait que votre implication dans le cadre de la résolution de ces conflits dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun, le chairman John Fondi s'est d'ailleurs proposé comme négociateur à plusieurs reprises. Il a été capturé aussi à plusieurs reprises, mais sauf que dans la gestion des affaires qui ont trait à un retour à la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest Cameroun, on n'a pas beaucoup impliqué votre formation politique. Peut-être que le chairman a fait des propositions qui n'ont pas été entendues. Aujourd'hui, pensez-vous, ou alors qu'est-ce que vous proposez de manière concrète pour qu'il y ait un retour progressif à la paix dans ces parties de Cameroun? Et puis en toile de fond, est-ce que le dialogue qui avait été proposé n'a pas été un dialogue où peut-être des résolutions qui ont été prises ne sont pas véritablement implémentées sur le terrain? À votre avis, qu'est-ce qui fait problème? Qu'est-ce qui gêne pour qu'il y ait un retour dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun qui ait de la paix dans ces parties? En fait, Serge, je voudrais signaler peut-être que l'insécurité qu'on observe, peut-être globalement en Afrique, est un peu la résultante du comportement de certains dictateurs. Parce qu'en réalité, nous devons partir de la posture de qui veut la paix prépare la guerre, pour prendre celle de qui veut la paix comprend le conflit.
C'est-à-dire, ces deux postures-là nous amènent à aborder différemment un certain nombre de crises pour pouvoir les rendre, les voir estomper le plus rapidement possible. L'insécurité que vous voyez naît à partir du moment où certaines reproches, certaines revendications ne sont pas entendues. Et à partir du moment où le peuple s'exprime sans toutefois prendre cette expression en considération. Ça fait en sorte qu'on vous mette en permanence sur le comptoir de l'achat de la sécurité. C'est-à-dire, pour que la sécurité règne, vous allez toujours déployer et des militaires et un arsenal lourd qui va vous coûter cher, alors qu'il ne suffisait que de s'asseoir, de s'entendre, de se comprendre et d'élaborer une perspective de solution qui doivent arranger et le pouvoir et les populations. Je prends un exemple. Vous avez vu quand Boko Haram arrive avec ses attaques et ses revendications. L'école occidentale est un péché. C'est ce qu'on nous a traduit de Boko Haram. Ça a commencé à casser des églises et des mosquées et tout ce qu'il y a des marchés au Nigeria sans s'attaquer à nous. Mais à partir du moment où on est entré dans la logique de la danse de l'insécurité, je me suis posé une question. Qu'attend l'Afrique pour s'asseoir et demander qu'est-ce que ces gens-ci nous reprochent dans notre système éducatif? Qu'est-ce qu'on enseigne à nos enfants que ces gens-ci ne veulent pas voir qu'on enseigne? À partir de là, on va comprendre peut-être qu'est-ce qui les dérange. C'est-à-dire, Boko Haram et les populations doivent s'entendre. Mais aujourd'hui, on nous a seulement dit prenez les machettes, prenez les armes, chassez Boko Haram, tuez-les, tout ce qu'il y a, il faut à tout prix commencer une guerre. Je suis d'accord, parce que s'il menace à la sécurité de notre nation, il faut qu'on se protège. Mais si aujourd'hui Boko Haram revient vous dire l'Occident vous enseigne qu'un homme et un homme peuvent aller au lit, une femme et une femme peuvent aller au lit, est-ce que c'est cette école-là qu'on veut en Afrique? Vous direz certainement non. Mais pourquoi donc commencer à tuer celui-là qui vous dit ce qu'on vous enseigne de l'autre côté n'est pas bon? Enseignons-nous, parlons et ensuite tirons des conclusions. Je ne dis pas qu'ils font du bien, mais je dis vouloir ne pas écouter ces gens amplifie effectivement l'insécurité. Au nord-ouest et au sud-ouest, c'est la même chose. Les gens vous disent nous n'envoyons pas nos enfants à l'école. Vous vous dites envoyez. Vous ne voyez pas qu'ils expriment et ils manifestent ce qu'ils arrêtent eux-mêmes comme résolution. Le gouvernement peut dire, envoyez, ouvrez les boutiques, faites tout ce que vous voulez, mais ils disent le lundi et le mardi, on n'ouvre pas les boutiques, nous ne faisons pas ceci, et c'est ça qu'ils appliquent. Même si vous les fouettez, ils ne feront pas ça. Pourquoi est-ce qu'on ne doit pas aller s'asseoir et dire, pourquoi vous ne le faites? Pourquoi est-ce qu'il y a ceci? Il faut à tout prix qu'on s'entende. Mais si certaines personnes ont des positions tranchées, c'est-à-dire on vous dit qu'on a reçu une instruction de ne jamais ouvrir le lundi, peut-être sous une menace des séparatistes. On a vu dans la région du sud-ouest Cameroun, le maire, voire même le sous-préfet, descendre sur le terrain pour sceller les boutiques qui n'étaient pas ouvertes en respectant ce qu'ils ont appelé le Ghost Town. Mais jusque-là, rien ne change parce qu'il y a une menace derrière. Est-ce qu'on peut comprendre aussi des populations qui sont menacées à ce niveau? Serge, c'est les nouveaux modes d'expression de la démocratie qui sont en marche de ce côté-là. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas amener quelqu'un si vous ne pouvez pas le convaincre à suivre votre chemin par la force. Non. C'est-à-dire, pour que moi je sois convaincu, parce qu'au début de la crise, les parents eux-mêmes, comme on dit, affirmaient devant les médias que s'il faut envoyer mon enfant à l'école pour qu'il soit un sous-homme demain, mieux je le garde à la maison en attendant finir cette crise, cette guerre, pour que demain je l'envoie à l'école pour être quelqu'un. Quand un parent le dit, c'est pas à l'enfant de vouloir dire « Papa, je veux aller à l'école ». Le papa lui-même lui dit « Mon enfant, cette école ne fera pas de toi quelqu'un demain, je préfère t'avoir à la maison ». Donc en réalité, dialoguer avec ces gens. Commencez à comprendre pourquoi est-ce qu'ils le font et comment il faut respecter. De l'autre côté, vous êtes déjà arrivé à ce que un papa gifle son enfant, il va en prison. Vous tapez sur votre femme, on vient vous arrêter. C'est-à-dire, maintenant, c'est déjà beaucoup plus évolué ailleurs. Par contre, ici, il y a des hommes qui tapent leurs femmes, qui bastonnent, qui tuent même leurs enfants par bastonnade. Mais en réalité, on admet que cela soit une expression de la société. Mais alors que c'est faux. Donc, il faudrait qu'on s'arrime à ces nouveaux canons que nos camarades, nos frères, nos sœurs partent épouser à travers le monde et qu'ils viennent exprimer ici, oubliant que nous sommes dans un arsenal qui est un globe, qui est un bloc. Le Cameroun n'est pas à part entière. Le Cameroun évolue en groupe avec les autres nations.
Si aujourd'hui l'insécurité est menacée en Afrique, mais mon ami, combien de ministères de la Défense s'occupent de ce genre de questions? Combien d'argent on met dans ces ministères? Et si jamais l'Afrique comprenait que à un mal global, nous devons trouver une solution globale et que nous tous, nous devons dire niet à Boko Haram. Que vous soyez au Nigeria, au Cameroun, au Niger, au Tchad, l'Afrique va vous éteindre. Mais on laisse au Cameroun de lutter contre Boko Haram avec ses moyens, au Tchad de lutter de son côté, au Niger de lutter de son côté, et ça fait en sorte qu'on ne s'entende pas dans la coordination. C'est comme si l'Afrique ne voulait pas lutter contre cette insécurité-là. Il en va de même avec les petits malheurs que nous avons en interne. Et justement, parlons de ces questions qui ont trait à la sécurité. On sait également qu'il y a des forces multinationales. Il y a d'ailleurs la force multinationale, il y a la force de la CEMAC qui est normalement installée au Cameroun d'après les dernières directives, principalement une force du côté du génie militaire de Douala avec des installations il y avait quelques temps qu'on en parlait beaucoup. On a également des forces venant des Nations Unies pour accompagner les États africains dans leurs conflits, mais on ne peut pas comprendre, sortons même du Cameroun, allons regarder juste à côté, du côté de la République centrafricaine, ça va souvent mal dans ce pays, et c'est vrai que notre pays participe aussi en termes d'efforts militaires et d'accompagnement des efforts de paix du gouvernement centrafricain, mais comment comprendre qu'il y ait des batailles autant ouvertes, avec des rebelles à chaque fois véritablement motivés dans un pays où d'aucuns pensent que c'est un pays pauvre qui n'a pas de moyens nécessaires, qui a une armée qui n'est pas organisée, qui a une police qui est assez disparate. Mais comment comprendre ces forces multinationales? On a la MINUSCA qui est installée à Centrafrique. Tout récemment, on a un contingent de 1000 hommes venant du Rwanda installé à Centrafrique. On a également un porte-avions assez puissant qui a été donné par la Russie pour défendre la Centrafrique, contre qui finalement se battons en Centrafrique avec toutes ces armées, toutes ces forces multinationales qui y sont installées. Oui, Serge, ça, véritablement, ça met en question l'héritage colonial. Parce qu'en fait, nous avons été habitués à ce que le colon nous présente que c'est lui qui protégeait l'Afrique. Et qu'à partir de ce moment, s'il se retire, effectivement, c'est le désastre qui s'installe. Et alors, certaines forces sont orchestrées et animées par ces forces obscures. Parce qu'en réalité, lorsque le drame du Rwanda survient, il y avait l'ONU, les forces de l'ONU sur le terrain. Mais cela n'a pas empêché qu'on égorgeât une certaine ethnie systématiquement pendant longtemps avec cette présence-là. Donc ça veut dire que parce que les pays africains veulent se débarrasser de cette dépendance occidentale, alors qu'on nous faisait croire que les bases militaires de la France ou de l'Allemagne ou des États-Unis ou je ne sais quel autre pays en Afrique pouvaient protéger les millions de concitoyens de ce pays, que non. Parce qu'on se rend compte que 500, 450 hommes militaires français au Cameroun ne peuvent pas protéger 25 millions de Camerounais. Il faudrait que les Camerounais se protègent eux-mêmes. À partir du moment où on lâche, parce qu'ils voulaient nous faire croire que ces hommes-là, c'est eux qui font la force et la sécurité du Cameroun, lorsqu'on se débarrasse par rapport aux accords qui ne sont pas renouvelés, ils vous montrent donc qu'en réalité, c'est nous qui vous sécurisions. Voilà comment les petits groupuscules rebelles vous menacent. À partir de là, on peut lire que c'est une volonté affichée de nuire au pouvoir en place qui veulent se détacher du giron du contrôle occidental. Et à partir de là, on voit comment est-ce que ça se passe. Donc moi, je suis convaincu que l'Afrique et les Africains devraient se constituer en bloc sécuritaire. Mais c'est qui est assez difficile parce qu'on a essayé de mettre sur pied la SLECA, la zone de libre-échange continentale, difficile à avoir par les Africains parce qu'il faut une participation en termes d'économie. Donc on pensait même que sur le plan continental, on pouvait même intervenir avec un certain impôt prélevé dans les billets d'avion, par exemple, dans les aéroports pour financer cette force africaine. C'est assez difficile. On va sortir de cette thématique avec vous, Patrick Ododo. Que proposer pour la stabilité des États africains? C'est vrai qu'il faut un fonds assez conséquent qui puisse accompagner toutes ces batailles. Le cas Kadhafi a essayé à son époque, mais aujourd'hui, c'est que ces efforts sont restés vains. On n'a pas eu de leader aussi grand qui prennent le devant de la scène pour assurer le continent africain. Non, est-ce que les puissances mondiales veulent que l'Afrique se stabilise ou ait des pays stables? Lorsqu'on voit comment la situation se dégrade au jour le jour en Centrafrique, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de pays de puissances qui sont installés là-bas
il y a même l'ONU qui est là-bas, mais parce qu'il y a des intérêts divergents, des intérêts égoïstes qui font en sorte que, n'est-ce pas, l'harmonie ne revienne jamais dans ce pays, tant qu'il y aura des étrangers qui vont le comprendre. Peut-être qu'il y aura peut-être un jour un sursaut d'un nationaliste. Un nationaliste peut venir avec un groupe de nationalistes, n'est-ce pas? Mais il faut qu'il ait des moyens militaires pour pouvoir imposer la paix, pour pouvoir pacifier, n'est-ce pas, toute la République centrafricaine. Le même problème se pose un peu partout en Afrique. Tant qu'un pays n'a pas les moyens de se protéger, M. Alima le disait, tant qu'un pays n'a pas les moyens de se stabiliser, comment voulez-vous qu'il y ait la stabilité dans ce pays? Il n'y aura jamais la stabilité dans ce pays. Et les puissances qui vous proposent, n'est-ce pas, leur protection, ne viennent pas seulement pour vous protéger, mais viennent beaucoup plus pour imposer leur point de vue, pour imposer, n'est-ce pas, leur conduite. Donc c'est dans ça que nous naviguons. Heureusement que pour le Cameroun, nous avons effectivement la force de nos moyens, nous avons effectivement la force de nos arguments, nous avons la chance d'avoir un président, un guide éclairé qui a pu, n'est-ce pas, restructurer notre armée. Merci, cher panéliste. Merci Sa Majesté Patrick Ondondo d'avoir échangé avec nous ce soir sur ces thématiques assez intéressantes sur le Cameroun. Merci à Roger Lima pour cette participation. C'est vrai que c'est la première fois à l'émission Médiacratie. On espère vous avoir encore très prochainement pour des éclairages sur notre pays, le Cameroun. Merci d'avoir été là ce soir. Merci. Mesdames, Messieurs, je vous donne rendez-vous demain avec d'autres invités, forcément de nouvelles thématiques. D'ici là, portez-vous bien. Et merci de rester en compagnie de vos programmes sur Cam10 Télévision. Bonsoir.